qui nous présente rapidement. Donc là, on est 3 représentants de l'équipe et 2 personnes du marketing. Gaël Philippe, je suis le président de la société Data Sulting. Camille, je te laisse te présenter. Oui, directrice data, donc je fais Data Sulting, je pilote des projets chez Data Sulting, tout type de projet. Et ce qui nous intéresse ce soir, je suis responsable, donc je pilote l'Observatoire de la maturité data des entreprises. On va en parler un petit peu plus juste après. Merci. Et puis Jérôme qui va se présenter. Bonsoir à tous, Jérôme Gueny, moi je suis directeur chez Data Sulting et je pilote les projets de Data Sulting. Et j'interviens en tant qu'expert sur les sujets de data et notamment les sujets de gouvernance. Alors, merci Jérôme. Monsieur. Rapidement, alors je ne vais pas vous raconter la vie de Data Sulting parce qu'on n'est pas là pour ça. Néanmoins, il faudrait quand même que vous sachiez en quoi on est légitime pour vous parler de data sur cette soirée. Donc nous, on est un cabinet de conseil basé à Castelnau, pas très loin d'ici. Et on travaille sur l'exploitation des données au sens large depuis la réflexion stratégique qu'on mène avec des PME, des ETI, mais aussi des grands comptes. Donc c'est comment mettre à profit ces données dans l'entreprise, comment faire en sorte que l'ensemble des métiers puissent les exploiter, les utiliser et l'appréhender au quotidien dans son métier. Jusqu'à, donc on ne fait pas que pondre du PowerPoint, entre guillemets, on accompagne nos clients dans la réalisation des solutions. Donc on parle beaucoup de solutions décisionnelles, donc la BI, mettre en place, alors il y a certains qui entendent parler de Power BI, de Tableau, de choses comme ça, donc on aide à déployer tout ça, à centraliser les données, donc regrouper l'ensemble des données qui viennent des différents logiciels de l'entreprise, faciliter l'accès à ces données, la mettre en qualité, ça c'est un sujet dont on parlera parce que la qualité des données c'est essentiel dans la gouvernance. Et bien entendu, on va jusqu'à former et faire monter en compétence nos clients, puisqu'on les aide à ce qu'on appelle nous grandir en maturité, cette fameuse maturité data, parce qu'on commence généralement à un premier état, et l'idée c'est que tout ça c'est comme la vie, hein, on avance étape par étape, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, donc on peut même aller, quand nos clients sont un peu plus matures, jusqu'à des sujets de data science, on va les aider à faire de la prédiction des ventes, prédiction des stocks, etc. Et bien entendu, on les aide à exploiter ces solutions de manière à ce qu'elles soient le plus performantes possible tout au long de leur durée. J'arrête pour Data Sulting et je laisse la place à Camille. Allez, c'est parti. Ce soir, donc je vous fais juste une petite présentation de l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Donc c'est l'occasion pour nous de vous présenter une partie de ces résultats. On va faire un focus, on va le voir sur le thème de la gouvernance. Alors l'Observatoire de la maturité data des entreprises, on va dire OMDE, pour faire plus court, c'est quoi? Donc c'est une enquête annuelle qui nous permet de mieux comprendre comment les PME et ETI s'emparent des sujets data. Et pour les répondants à l'enquête, ça leur permet d'évaluer la maturité data de leur entreprise. Si vous ne l'avez pas fait, l'enquête est ouverte toute l'année. Donc si vous répondez, vous obtiendrez le radar de la maturité sur 5 piliers: le potentiel data, la stratégie data, l'organisation et la gouvernance, les compétences data et la culture data. C'est la 4e édition de cet observatoire. Cette année, c'est 15 partenaires publics et privés qui co-construisent l'enquête avec nous et qui nous aident à la faire vivre. Et cette année, donc, c'est 290 répondants, décideurs de PME et ETI. Alors, pardon, c'est sur le périmètre France. La première édition était focus sur l'Occitanie. Et comme ça marche bien, on a étendu petit à petit, d'abord la région Aura et puis ensuite la France entière. En fait, on est sollicité même par des acteurs publics et des associations qui s'intéressent à ces indicateurs pour leurs propres adhérents ou leur écosystème. En fait, tout le monde s'intéresse à la donnée. Pourquoi c'est parti excuse-moi, je fais un petit peu. Je disrupte. C'est parti en fait d'un constat, c'est que la plupart des chefs d'entreprise, de ceux qui sont en prise avec ces sujets de data, ils voient ce que disent les médias. Donc, ils entendent parler de ChatGPT, de la data, c'est de l'or dans mon entreprise. Et puis ils se disent, waouh, mais alors moi, je vois tout ce qui se fait à côté, mais moi, je n'arrive pas. J'ai plein de logiciels, c'est le foutoir. J'ai encore tout le monde qui utilise Excel. Le moment où Brigitte part avec son fichier Excel, la data, elle part avec elle. Et du coup, c'est ce point de départ qui nous a fait penser qu'ils pouvaient être intéressés par s'évaluer, voir où ils en étaient, pour se mettre un peu le point de progression. Et du coup, effectivement, ça intéresse tout le monde. Alors, ce soir, on a décidé de faire un focus sur les aspects de gouvernance data. Pourquoi? Parce que il nous a semblé, puis on va voir que c'est le cas, la gouvernance data, travailler votre gouvernance data, ça va vous permettre de vous aider à avancer sur votre chemin de la maturité data. Et on va voir pourquoi tout de suite, en passant par des chiffres de l'Observatoire, évidemment. L'OMDE nous dit qu'aujourd'hui, c'est 85% des PME et ETI qui sont convaincus que la data peut les aider à booster la performance de leur activité. Pour autant, c'est seulement un quart, 24% de ces mêmes répondants
qui déclarent être en capacité d'exploiter correctement leurs données. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet écart? Pourquoi toutes les GME et ETI ne sont pas déjà à fond en train d'exploiter leurs data? Donc l'Observatoire nous dit qu'il y a 3 freins principaux qui les empêchent d'avancer comme elles voudraient sur ce chemin de maturité. Le premier frein, c'est le manque de connaissances et compétences des sujets data, donc pour 41% des répondants. Deuxième frein, pour 30% d'entre eux, c'est la difficulté d'accès aux outils et aux données. Et également pour 30% d'entre eux, 31%, on a des problématiques autour de la qualité des données. Et du coup, ça tombe bien parce que ces 3 freins, travailler la gouvernance de vos données, ça peut vous aider à les surmonter. Alors, quand on s'est dit ça, qu'est-ce que c'est que la gouvernance des données? La gouvernance des données, on peut la découper en 5 dimensions. La première, c'est la stratégie data. Donc là, il s'agit ici de construire votre vision, de définir quels sont vos cas d'usage prioritaires, définir aussi l'organisation autour de la data et puis construire votre trajectoire. Dans la gouvernance des données, on parle aussi documentation et normalisation. Alors ici, on va faire l'inventaire des sources de données et de toutes les données donc disponibles et exploitables dans l'entreprise. Troisième sujet, c'est la qualité des données, puisque c'est important de pouvoir présenter des indicateurs dont on est sûr qu'ils sont justes, parce que prendre des décisions sur des indicateurs erronés, ce n'est pas la meilleure stratégie qu'on pourrait vous proposer. Merci. J'ai mal à finir ma phrase. Quatrième sujet, c'est la culture data, parce que c'est important d'embarquer vos équipes, c'est eux qui vont exploiter vos données. Donc vous avez besoin d'eux pour aller au bout du chemin. Et dernier sujet, c'est la sécurité et la conformité. J'ai envie de dire, quand vous montez dans votre voiture, vous mettez instinctivement votre ceinture. Ben, la sécurité, c'est pareil hein, dans la data. Il faut sécuriser vos données. On parle assez de cas de piratage d'entreprises dans les médias. Et puis en termes de conformité, il y a des obligations aujourd'hui en France, en Europe. On pense notamment à tout ce qui est RGPD. Donc il y a des vrais sujets sur ces 5 dimensions. Allez, une fois qu'on s'est dit ça, vous allez vous lancer dans l'aventure data. Donc il y a des étapes incontournables par lesquelles il vous faut passer. On a fait le focus sur trois de ces dimensions. La première, c'est la stratégie data. Pour vous lancer dans l'aventure, il faut vous équiper d'une bonne carte. Donc le premier sujet, ça va être construire votre vision. C'est là où je prends le relais, c'est ça? Je prends ma carte. Ouais, prends ta carte. Donc en fait, quand on accompagne en tout cas nos clients et les sociétés qui appréhendent ce sujet de stratégie data, généralement on préconise de passer par ces différentes étapes. C'est la première, c'est faire un état des lieux. C'est déjà déterminer quelles sont les sources de données dont je dispose, quelles sont les contraintes techniques auxquelles je suis confronté, et puis concrètement, comment je suis organisé, quelles sont les compétences dont je dispose. Est-ce qu'aujourd'hui, les cas d'usage dont les métiers ont besoin en interne, quels sont les sujets sur lesquels j'ai des réponses et sur lesquels j'ai potentiellement des freins, voire des points de blocage sur lesquels l'IT n'arrive pas à répondre, sur lesquels l'organisation à laquelle elle est confrontée. Ensuite, ce qu'on propose généralement, et on évite de commencer par la technique, on commence toujours par les usages, donc c'est d'aller voir les métiers. Et chaque métier a forcément une liste, alors soit de, comme on dit, les pain points, à la difficulté rencontrée pour répondre à un certain nombre de besoins. Alors, souvent, quand on parle de décisionnel, c'est « je n'arrive pas à visualiser l'indicateur » ou alors « j'ai un indicateur, mais tout le monde me dit qu'il n'est pas fiable, comment je fais pour le fiabiliser ?» Ou alors, j'ai des sujets que j'aimerais valoriser, des cas d'usage, donc marketing, achat, logistique, que j'aimerais pouvoir rendre accessible possible au travers des données qui sont disponibles dans mon entreprise. Et donc ça, j'ai besoin de le visualiser, et ça, il n'y a pas besoin d'être technique pour le faire. Ça, c'est des sujets de métier. Chaque métier doit avoir ses problématiques et ses sujets qu'il souhaite formaliser. Une fois qu'on a défini ces usages, alors, il y a un petit intermédiaire. Généralement, quand on intervient, c'est tout le monde va faire la liste du Père Noël. Et ça, c'est assez facile à faire, à dire, bah, moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ce qui est plus dur, c'est de prioriser. Quand on veut prioriser, le travail qu'on fait réaliser également, c'est de valoriser l'effort qui doit être réalisé sur ces cas d'usage. Quand je veux faire quelque chose, ok, ça va nécessiter combien en termes d'argent, de ressources, potentiellement, est-ce qu'il y a des technologies qui seront plus difficiles d'accès? Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Il y a peut-être des choses qui sont très intéressantes, par contre,
En termes de gains, c'est pas forcément évident à avoir. Et puis il y en a peut-être d'autres qui sont très faciles à mettre en œuvre et le gain est directement tangible. Par exemple, je mets en place un tableau de bord avec Power BI et derrière je vais gagner un demi-ETP qui passait son temps à refaire des traitements de données avec son Excel, etc., avec de la qualité de données un peu moindre. Donc ça, on va le travailler directement avec les métiers. Une fois qu'on a défini ces cas d'usage, ça nous permet de rentrer sur des sujets plus techniques. C'est-à-dire qu'à partir où on a défini quelque part ce qu'on voulait faire, c'est plus facile de travailler sur l'architecture des données, de travailler sur les choix technologiques qu'on pourra pouvoir faire pour répondre à ces cas d'usage. Et puis le dernier élément, ça généralement, nous on essaie d'embarquer au maximum le comité de direction, parce qu'on a besoin de sponsors sur ces projets, c'est pas que l'équipe technique. On détermine la trajectoire, parce que là c'est vraiment les décideurs qui vont déterminer à quelle vitesse ils veulent aller, et sur quel sujet ils veulent se positionner. Donc quelque part, on va leur donner tout le travail qui est réalisé en amont, de réflexion sur les cas d'usage métier, sur combien ça va coûter, qu'est-ce que ça peut rapporter. Maintenant, fixons la cadence, l'ambition qu'on veut avoir. C'est comme un business plan, hein, au final, on le ramène avec les données. Pour aller un peu plus loin, faute d'aller plus vite, parce que des fois, on va ralentir le rythme sur la réalisation pour structurer les choses avant d'y aller. On a mis la BPI en avant, pourquoi? Parce qu'on est référencé BPI sur ces sujets-là et on a même formaté une offre qui s'appelle un diagnostic data qui permet aux PME d'accéder à ce type d'accompagnement parce que ça peut faire peur. Effectivement, aujourd'hui, on a des grands comptes, des ETI qui mettent en place ce type de stratégie et ça peut être vite onéreux si on va voir tous les métiers, faire des audits, etc. Ce que propose la BPI en ce moment est intéressant parce qu'il propose aux PME d'accéder à des financements, de subventions pour réaliser ce type de prestations d'analyse de la stratégie, de projection de la direction sur ces sujets data. Deuxième sujet sur lequel on voulait aborder avec vous, c'est forcément la qualité des données. Vous ne partez pas à l'aventure sans un sac à dos rempli avec un équipement de qualité. Donc là, c'est la même chose. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'observatoire, c'est qu'il y a encore une PME et ETI sur deux qui n'assure aucun suivi de la qualité de ces données. Tu veux la faire, Jérôme, ou... Je peux la faire. Alors, oui, on a beaucoup de nos clients qui sont un peu désarçonnés ou pessimistes sur les aspects de qualité des données, parce que ça paraît comme un chantier assez titanesque, et on a pas mal de gens qui baissent les bras en se disant que les conseillers au téléphone, ou les agents sur le terrain, ou les commerciaux ne renseigneront jamais les données qu'on a mises obligatoires dans le CRM. Ça paraissait très intéressant quand on les a mises obligatoires, mais en fait, les gens, ils n'ont pas le temps, et ça leur sert à rien, c'est administratif, ça leur fait perdre du temps, et ils ne renseignent pas ces données. Et le résultat, c'est que du coup, quand on croise les données entre les systèmes, quand on commence à avoir des nouveaux usages de la data liés aux entrepôts, liés à la visualisation, liés à la data science, à la prédiction, eh bien, on révèle tous ces défauts latents de qualité des données, alors qui n'ont jamais empêché la boîte de fonctionner. Hein. Les process opérationnels, ils marchent parce que les données importantes, eh ben, elles ont le bon niveau de qualité. Mais dès qu'on veut prendre de la hauteur, croiser, analyser les défauts, on a besoin d'estimer le potentiel d'un client, par exemple. On a envie de faire appel à des données et elles sont de piètre qualité. Et effectivement, c'est un chantier qui peut sembler titanesque. Nous, on propose d'aborder la qualité des données avec un ensemble de solutions qui vont permettre de relever les défis, et pas les défis de 100% de qualité des données. Hein. C'est les défis qui sont focalisés sur les éléments de qualité qui sont importants pour la boîte, pour les usages dont vous avez besoin. Déjà, quand on dit ça, ça permet de bien restreindre le niveau d'ambition sur ces sujets. Et pour réaliser ce niveau d'ambition, on a tout un ensemble de panels de solutions qui couvrent à la fois des aspects de rôle et responsabilité, qui est en charge de saisir, qui est en charge de contrôler, qui est en charge de maintenir le référentiel, qui est en charge de définir ce qu'est un client, parce qu'on n'a pas toujours tous la même définition, ou ce qu'est un produit. On a certaines entreprises parmi lesquelles il y a pas mal de débats. Donc ça, c'est les rôles et responsabilités. Après, on a un ensemble de solutions. Et ce n'est pas un seul outil de qualité des données qui va résoudre tous les problèmes. Néanmoins, on a un cumul de solutions qui vont permettre de résoudre pas mal de choses. Le catalogue des données, c'est-à-dire bien documenter, savoir de quoi on parle et partager cette définition des données
dans l'entreprise, que tout le monde ait le même vocabulaire, le dictionnaire de données, pour qu'on définisse tous les mêmes indicateurs basés sur les mêmes notions. Si on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un client ou un produit, ça va être dur de piloter l'évolution du chiffre d'affaires par produit. Des bases de données référentielles, alors ça aussi ça peut paraître très compliqué, mais c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Voilà. On peut avoir différents niveaux d'ambition dessus et on peut résoudre une bonne partie des sujets avec des solutions assez légères. Un reporting qualité. Vous avez tous en tête le reporting de pilotage, mais en fait, les indicateurs qui sont contenus dans ce reporting de pilotage, qu'il soit stratégique, opérationnel, ne sont fiables que si les données nécessaires à leur calcul sont elles-mêmes fiables et renseignées. Et du coup, avoir un reporting, oui, ça permet de gagner du temps pour éviter que quelqu'un... tout à l'heure, tu citais le problème de la qualité des données. Prendre des mauvaises décisions à cause de mauvaises données, c'est un vrai problème. Mais il y a un deuxième problème qui est encore plus grave, qui est de ne pas avoir confiance dans le reporting. Ce reporting, il est toujours faux. Et ça génère des débats dans les directions. Voilà. Donc, pour avoir un reporting qui est juste et qui est reconnu comme juste, on a besoin de vérifier que les données nécessaires à l'élaboration des principaux indicateurs sont bien renseignées et sont bien renseignées avec un niveau de qualité de 100% sur ces sujets. Et on peut l'atteindre parce que c'est très très limité les enjeux sur ces sujets. Et enfin, être alerté, c'est-à-dire être réactif dès lors qu'on a des défauts. On peut maintenir 100% de qualité sur certains aspects. Attention, hein, pas sur 100% du périmètre, mais si vous voulez par exemple piloter le chiffre d'affaires commandé et non facturé, vous avez besoin que toutes les factures, 100% des factures, soient associées aux opportunités, aux transactions, peu importe comment ça s'appelle dans votre CRM. C'est 100%. Sinon, vous ne pouvez pas piloter le vendu non facturé. Et c'est tout à fait possible d'atteindre 100% sur ce sujet. Il faut déjà gérer le flux et puis après remonter un petit peu d'historique. Mais il y a des pratiques, il y a des choses à changer potentiellement, mais c'est tout à fait atteignable. Voilà, reporting qualité. Et puis gérer le changement, donner de la visibilité, voilà, motiver, expliquer pourquoi c'est mieux d'avoir des bonnes données, c'est mieux de les saisir bien dès le début, c'est mieux de valider, et puis montrer à quoi servent les données qui sont saisies, et notamment ne pas demander la saisie de données qui ne servent à rien, ou qui changent tout le temps, donc ils vont toujours être obsolètes. Voilà. Comme vous l'avez abordé avec nous, c'est que dans votre périple, n'abandonnez pas vos compagnons sur le bord de la route. Donc là, c'est un sujet culture data. Pourquoi c'est important? On l'a dit tout à l'heure, hein, parce que c'est eux qui vont finalement exploiter et valoriser vos données. Donc il faut s'assurer qu'eux aussi, ils ont le bon équipement pour se lancer dans l'aventure. La première question à se poser, ça va être, comme on a mesuré le niveau de maturité de l'entreprise, ça peut être aussi de se poser la question, quel est le niveau de maturité data de mes collaborateurs? C'est un point de départ. Est-ce qu'ils sont avancés, pas avancés, ou qu'est-ce qu'il faut travailler? Identifier aussi les publics cibles au sein de l'entreprise, parce que vous avez des publics variés, vous avez les producteurs de données, ceux qui vont les saisir dans vos outils, les consommateurs, les métiers, les équipes techniques. Donc c'est différents publics auxquels vous allez parler de façon différente, puisque vous allez aussi identifier leurs freins et leurs besoins. Ça va permettre d'adapter et vos messages et vos actions. Les actions elles peuvent être diverses, vous pouvez mener des actions de communication, des actions de formation. Vous pouvez aussi essayer de faciliter l'accès à vos outils et aux données, donc, et pareil, mettre en place tout ce qui est catalogue de données adapté pour ces publics-là, pour permettre une meilleure compréhension des données. Aujourd'hui, l'Observatoire nous dit que c'est encore 1 décideur sur 2 qui a une faible connaissance des sujets data et 55% des collaborateurs au sein des entreprises. Donc il y a encore, on le voit, du travail à faire sur ces sujets-là. Quand on regarde, on analyse l'ensemble des réponses qu'on a reçues sur l'Observatoire, on peut dresser une typologie des entreprises. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui sont encore dans le cas où ils ne font absolument rien, c'est 5%. Il y en a très peu également qui sont à l'autre extrême, c'est-à-dire qui sont vraiment très avancés sur le chemin de maturité. Et on a une répartition, un tiers, en gros, des entreprises qui ont commencé à avancer sur ce chemin, avec 30% de ce qu'on a appelé des apprentis qui ont commencé à semer les graines, commencer à se poser des questions, peut-être sur leur stratégie, commencer à regarder et mettre en place des outils comme des outils BI. 30% de ce qu'on a appelé des jardiniers qui, eux, effectivement, ont commencé à mettre des choses en place, qui ont des outils BI.
commencé à structurer, mais ça manque encore d'un cadre. Et 31% qui on a appelé des cultivateurs, qui eux ont vraiment commencé à structurer, déployer entrepôts de données, outils décisionnels. Et généralement, ce qui pêche pour aller plus loin, c'est effectivement un travail plus global sur la gouvernance, la culture data. Voilà pour les résultats de l'OMDE. Et du coup, maintenant, on va laisser la place à nos aventuriers, nos 3 aventuriers de la soirée. Merci à tous les 3. Déjà, je vais vous poser une première question, c'est que chacun vous puissiez vous présenter, mais surtout vous présenter votre entreprise. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise, et puis vous expliquiez quels sont vos enjeux data du moment, enfin où vous en êtes concrètement. Philippe, je commence par toi. Okay. D'accord. Bonjour, bonsoir, je suis Philippe Nélet, je suis un des associés de l'entreprise Edater. On est basé à Montpellier, on a une activité nationale, on a une particularité, c'est qu'on travaille essentiellement pour le secteur public, grands comptes de secteur public, ministères, conseils régionaux, grandes agences de type ADEME. Nous, on a un métier mixte de conseil, d'expertise et de data. Conseil expertise en ce sens qu'on accompagne nos clients publics dans la définition des stratégies de politique publique sur du développement économique, de la transition environnementale beaucoup actuellement. Et on a une particularité, c'est qu'on développe depuis de nombreuses années des solutions et des plateformes de suivi de pilotage des politiques publiques où on manipule de la donnée financière, de la donnée de KPI publique, on appelle ça plutôt des indicateurs dans notre métier, même si évidemment c'est la même chose. Et à ce titre, on travaille sur des gros volumes de données, et notamment aussi sur l'open data, on en rediscutera. Et moi, je pilote au sein de Edater cette activité de marque. Merci David. Bonsoir, donc David Muller, je suis responsable data chez Septéo. Septéo, on est éditeur de logiciels, alors historiquement dans le Legal Tech, et après on a des logiciels immobiliers, administration des biens, et récemment Hospitality, donc le spa, réservation d'hôtel. Et mon rôle, donc j'ai rejoint Septéo en 2021, mon rôle a été de construire, on va dire, une stack technique nouvelle, et de construire une équipe autour de cette nouvelle stack. On est majoritairement sur la partie holding, donc plutôt du métier financier, comptabilité, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les produits des différentes filiales. Et à ce titre, je vous partagerai notre expérience sur la construction de cette nouvelle architecture. Merci. Et Denis Roux, je suis DSI du groupe Innovi, groupe qui travaille dans la santé et plus précisément la biologie médicale. Donc on est implanté un peu partout en France, avec à peu près 25 filiales en France et un petit peu en Afrique aussi. On a commencé nos besoins sur les données par classiquement du reporting pour le comité de direction sur les classiques d'activité, de chiffre d'affaires. Et très vite, on a voulu aussi profiter de ce qu'on avait mis en place et de la culturation qu'on commençait à avoir pour essayer de consolider les données de santé de nos 22 filiales pour voir comment on peut exploiter des choses, travailler sur la recherche et sortir des informations pertinentes pour aider à la recherche et aux soins du patient. Donc là, on est encore à l'état expérimental sur cette partie. Il y a de nombreuses contraintes réglementaires, notamment puisqu'on ne manipule pas de la donnée de santé comme des chiffres financiers. Et donc, on travaille activement là-dessus en ce moment. On ne devrait pas tarder à sortir les choses. Alors du coup, merci Denis. Je vais rebondir juste sur ce que tu exprimais que vous êtes au début. Si on devait définir la maturité d'Innovi en termes d'exploitation des données, vous positionnez comment aujourd'hui? Disons qu'on jardine et on espère commencer à cultiver très vite. Chez vous, David? C'est pas le monde déjà. On essaye d'aller sur la dernière étape, je pense. Ouais. On a un historique déjà assez fort avec Click depuis une dizaine d'années. Pour partager, on essaie de basculer 800 rapports à peu près là dans la nouvelle architecture et on va produire de la qualité. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de gouvernance, vous êtes déjà plutôt avancé. Ouais, quand même. Ok. On en reparlera. Ouais, merci.
Et pour toi, Philippe, qui a peut-être le profil un peu différent. Oui, un profil un peu différent. Moi, je suis sur deux créneaux de cultivateurs, là. En ce qui concerne les données de mon entreprise, je suis entre l'apprenti et celui d'après, donc j'ai oublié le nom, parce que je suis moins bien chaussé que ce que je fais pour mes clients, mais pour mes clients, je suis producteur. Très bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es éditeur, il y a peut-être d'autres éditeurs dans la salle. Chez CPTO, vous êtes éditeur, alors même si on va pas parler de ce point-là aujourd'hui, effectivement, chez un éditeur, il y a à la fois le sujet de, pour moi, qu'est-ce que je fais avec la donnée, et qu'est-ce que je fais aussi voilà, pour mes clients qui exploitent mes solutions logicielles. Merci pour le complément. Est-ce que vous avez possibilité de décrire peut-être, alors peut-être comme David, je vais commencer par toi, comment vous travaillez l'exploitation depuis les sources jusqu'à la réalisation de cas d'usage? Est-ce que vous avez une méthode ou une approche Donc oui, effectivement, historiquement, il y avait justement assez peu de méthodes, c'est-à-dire côté clic, c'était on construisait avec les métiers et c'était un peu du live, on va dire. Donc on a essayé de canaliser tout ça et maintenant on fait une approche, on va dire MVP. C'est-à-dire qu'on veut sortir un premier produit pour que les métiers puissent constater, on va dire, les données et les règles fonctionnelles qui nous demandent d'appliquer et comment ça donne, on va dire, d'un point de vue rapport. Donc la méthodologie, c'est voilà, je dirais des profils passerelles qui comprennent les métiers, qui échangent avec eux, qui font des ateliers et ensuite ils posent une maquette, ils définissent des KPI. Donc on a cette approche top-down, on part d'un besoin fonctionnel et ensuite on pose, on va dire, tout ce qui est spécification technique pour construire le dataware, ajouter les modèles et sortir une première version, on va dire, assez rapidement, en 1 ou 2 sprints maximum. On a des sprints de 3 semaines. Et puis avec une première version, on itère et on fait grossir, on va dire, ce premier rapport jusqu'à le transformer en application et avoir dans cette application toute une série de rapports disponibles en cœur de métier. D'accord, merci. Et alors du coup, je rebondis parce que Philippe, lui, toi, tu as une approche un peu différente, parce que toi, tu seras avec des clients plutôt, plus qu'avec des utilisateurs internes. C'est quoi la démarche avec les clients justement pour qu'ils appréhendent, voilà, j'ai des données d'un côté et des usages de l'autre? En fait, moi, la difficulté, c'est qu'à chaque fois que je retravaille avec un nouveau client, je repars de zéro, puisque je suis obligé de tenir compte de la réalité de la structure avec laquelle je travaille. Donc moi, prenons un exemple concret, je travaille beaucoup avec des conseils régionaux, dont le conseil régional Occitanie, mais pas que, dans toute la France. Et à l'intérieur, je peux travailler avec des directions métiers, du développement économique, des transports, etc. Et donc à chaque fois, je suis obligé de recomprendre quel est leur accès aux données, leur entrepôt de données. Donc moi, je dirais le mot qui me paraît le plus important, c'est que je suis tout le temps multisource, multi-échelle, multi-source. Donc une de mes complexités, on parlera de la qualité après, je crois que c'est fondamental, mais déjà, c'est qu'à chaque fois, il y a un panel de sources extrêmement variées, que d'ailleurs souvent mes clients eux-mêmes découvrent au fur et à mesure qu'ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les données. Voilà, donc c'est une adaptabilité permanente sur des sources que même si parfois il y a des softs qui sont des softs comptables par exemple qu'on retrouve d'un client à l'autre, mais à l'intérieur ils ne gèrent pas forcément les choses de la même façon, donc il faut s'adapter en permanence. Et donc moi je fais énormément de data préparation. Et je pense que ça c'est un point fondamental que d'ailleurs j'ai du mal à vendre à mes clients. C'est leur faire comprendre le temps que je passe à identifier avec eux les sources, faire de la data préparation, comprendre ce qu'ils ont réellement, parce qu'eux-mêmes découvrent au fur et à mesure finalement la richesse de ce qu'ils ont. Et en soi, c'est un des côtés intéressants aussi du parcours data. Alors du coup, on parle du parcours data, mais il y a aussi le parcours avec les usages. Il y a l'IT d'un côté, les métiers de l'autre. Tiens, Denis, je me tourne vers toi pour poser cette question, mais comment vous travaillez IT métier, comment vous facilitez justement ces échanges, cette collaboration chez vous? C'est un travail en permanence ensemble. On est obligé de communiquer, de faire des points réguliers. L'IT n'étant pas responsable de la qualité de la donnée et ni même de la donnée elle-même, on est obligé en permanence d'échanger pour justement cette mise en qualité qui est indispensable. Toujours besoin aussi de prendre des partis pris sur des méthodes de calcul, sur des méthodes d'analyse de ce qu'on a collecté. Et ça, on ne peut le faire qu'en collaboration avec le métier qui va nous dire « non, je le verrai bien comme ça ou comme ça ». Et si vous sortez un report tel qui vous paraît bon et que vous le présentez au métier comme ça, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous renvoie dans vos vendeurs en vous disant « de toute façon, tes chiffres, ils sont faux ». Alors que non, c'est pas mes chiffres, c'est les vôtres. Moi, je fais juste que les mettre en forme. Et donc, cette collaboration doit être permanente.
Et quand on aborde les sujets data à une échelle de l'entreprise, il faut embarquer tous les métiers de l'entreprise à l'intérieur. Sinon, on va faire de la petite requête SQL dans un coin, une extraction d'un Excel. Et c'est justement ce qu'on ne veut plus. Ouais, alors du coup, je rebondis parce que avec David, on avait parlé en préparation, les règles de gestion, c'était le sujet qui ressort à chaque fois. Tu peux peut-être développer cet exemple. Oui, on va dire, sur les termes data, la partie ETL, donc extraction des données, transformation, chargement, le cœur du sujet, c'est les transformations. C'est là où il y a de la complexité en général, donc c'est tout ce qui est règles de gestion fonctionnelles. Donc les transformations, elles ne sont pas faites par des data ingé, on va dire, au hasard. C'est pour appliquer des règles de gestion fonctionnelles liées à un métier. Donc ce qu'on fait, nous on fait des ateliers tout simplement avec les métiers qui nous spécifient les règles fonctionnelles. Donc il faut avoir alors peu importe le terme, des cahiers de charge, des spécifications fonctionnelles qui soient tamponnées par les métiers, validées, et puis après voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'itération, parce que des fois les règles fonctionnelles qui sont données initialement, on se rend compte, non, il y a des cas particuliers, donc on itère. Ah, ok, en zoomant, je me rends compte que ce cas particulier, il faut ajouter une autre règle fonctionnelle, etc. Et donc, bien documenter toutes ces règles fonctionnelles dans un cahier des charges partagé, donc avec beaucoup de communication, effectivement, d'itération sur ces communications. Donc du coup, comme on sait que chez CPTO, vous avez la culture data qui est quand même pas mal implémentée dans l'entreprise, comment vous gérez la dette fonctionnelle et la dette technique parce que du coup, forcément, il y a de la demande, les métiers, tout le monde a envie d'y passer quelque part. Eh bien, la dette fonctionnelle, on va dire, c'est beaucoup d'échanges, de validation, de documentation partagée avec voilà, on va dire des key users dans les métiers identifiés. Voilà, après, c'est de l'échange, de ce que je disais un petit peu avant. Et après, sur la partie documentation technique, on ne va pas rentrer dans les outils, mais sur les stacks techniques modernes, on va dire, nous, on a fait le choix d'utiliser un outil qui permet d'avoir de la documentation plus proche du code. En fait, lorsqu'un développeur dev, il ajoute la documentation dans son développement. Et en fait, lorsqu'on va ensuite générer toutes ces règles de transformation, ça va générer automatiquement une documentation avec tous les liens, donc le linéage de la donnée, d'où la donnée commence, où est-ce qu'elle va, et presque un dictionnaire de données entre guillemets plus technique sur la modélisation du dataware avec un peu plus de contexte sur les différents champs, d'où ils viennent, à quoi ils servent, qu'ils vont faire. Ouais, donc là, tu viens de sortir un mot-clé, puisque Jérôme l'a abordé aussi tout à l'heure, le dictionnaire de données. Si on peut peut-être redonner un peu clarifier ce sujet, puisqu'on parle de référentiel commun, en gros, dans l'entreprise, c'est comment on partage la connaissance, parce qu'en fait, il y a quand même un sujet, un enjeu dans les entreprises, c'est qu'on a des gens qui arrivent dans des entreprises, qui en partent, et puis si c'est pas documenté, la connaissance et le savoir part avec la personne. Potentiellement, il y a aussi des incohérences ou des incompréhensions de département à un autre. Attention, je ne sais pas quelle compétence. Qui peut aussi générer des incompréhensions. Donc, le fait d'écrire ça, c'est important. Denis, là-dessus, je sais que toi, vous êtes sur le chemin pour cette partie-là. Toi, c'est quoi tes convictions en termes justement en termes de référentiel commun? Au même titre qu'on devait échanger avec les métiers, toutes les règles de calcul, on prémâche la donnée, on va la rendre lisible et compréhensible par les utilisateurs, justement pour qu'elle puisse être utilisée par quelqu'un d'autre que le service informatique. Et donc, si on prépare cette donnée, il faut en permanence expliquer comment on l'a préparée pour que derrière, les gens qui se posent des questions ou qui trouvent des résultats bizarres, ils puissent aussi comprendre pourquoi ils trouvent ces résultats. Et le débat qu'on a eu récemment, les méthodes de calcul qui changent en cours de route, à chaque réunion on nous la change. Au bout d'un moment, les métiers, il faut les faire signer de leur sang. Non, on va faire comme ça. Et si vous changez, d'accord, on changera, mais pour l'instant, on finit avec cette méthode. Et comme tout le développement, il faut canaliser pour pouvoir arriver au bout, sinon c'est sans fin. Oui, ok. Alors du coup, je vais revenir à Philippe. Tout à l'heure, on parlait de qualité des données, parce que la dérive peut être aussi des problèmes de qualité de données.
Vous avez parlé d'utilisation de multiples sources, les données peuvent provenir de différents environnements, et on parlait également d'open data. Toi, sur ce sujet de la qualité des données, parce qu'on dit souvent on ne peut rien faire tant que la qualité des données n'est pas au rendez-vous, c'est quoi ton point de vue là-dessus, Philippe? Quelques exemples aussi seraient intéressants. Je dirais, moi, mon point de vue, c'est pas du tout ça, justement. Oui, parce que dans ce cas-là, on ne fait pas grand-chose. Si on attend d'avoir 100% de qualité des données, alors, attention, hein, moi je ne fais pas des centrales nucléaires et j'envoie pas des fusées sur Mars. Hein. Il faut aussi doser les choses. Hein. Il y a des satellites qui s'écoulent parce qu'il y en a qu'on connaît en miles et les autres en kilomètres. Hein. C'est réel cette histoire. Bon. Donc moi, c'est pas mon cas. Mais néanmoins, j'entraîne mes clients dans du pilotage de programmes de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il y a des enjeux hein, quand même. Mais néanmoins, si on attend d'être sûr d'avoir une qualité de données parfaite, moi, en tout cas, dans mon métier, on ne fait rien. Voilà. Et je redis, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. On monte de la donnée fausse et on discute avec les utilisateurs. Et ça, je pense que c'est très juste. Alors, il ne s'agit évidemment pas de donner de la donnée fausse en disant c'est juste, allez-y, bosser là-dessus. En disant, voilà, avec vos données aujourd'hui, on peut produire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, on rentre dans une route d'énigmes qui n'est pas que du blabla, c'est vrai. Moi, j'ai des clients j'ai souvent des missions qui durent 6 mois, 8 mois, parfois 1 an. En 1 an, c'est incroyable le progrès qu'ils ont fait en réfléchissant en interne, y compris avec leur DSI, mais aussi le service finance, etc. Je prends un exemple très concret. Moi, je travaille beaucoup sur les entreprises, l'aide aux entreprises, etc. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fichiers que je récupère, où en fait, j'ai des milliers d'entreprises aidées, je n'ai pas de code SIRET. Vous savez tous ce que c'est un code SIRET. Voilà, donc après, je suis obligé de faire des appariements par la raison sociale, etc. Et je dis à mon client, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Est-ce que vous pouvez travailler à tout simplement demander au moment où l'entreprise qui est tout simplement la saisie d'un code SIRET? Bon, ben, souvent, 3 mois après, ils me renvoient les données en disant, ben, ça y est, en interne, on a amélioré, etc. C'est un petit exemple, hein, mais je crois beaucoup à cette qualité itérative, en fait. Hein. Et juste pour l'open data, moi, j'utilise beaucoup l'open data comme référentiel de qualité. Alors, ça peut surprendre certains d'entre vous. Ah oui, open data, on ne connaît pas la qualité. Mais moi, je parle d'open data, des référentiels nationaux, la base sirène de l'INSEE, le Kodak, tous des référentiels aujourd'hui qui, depuis quelques années, ont bouleversé complètement l'accès à l'information au niveau national. Donc, souvent, moi, j'améliore la qualité de la donnée du client en allant l'apparier avec des référentiels nationaux et je leur renvoie de la donnée qui a été, je dirais, amélioré en termes de qualité et qui les aide aussi à monter des marches finalement en interne. Donc je crois beaucoup à la maturité progressive et je pense qu'il ne faut pas hésiter dans un premier temps à montrer des choses qui sont sans doute en partie fausses, tout en évidemment prenant des précautions, parce que c'est ça qui fait aussi des électrochocs et qui fait que petit à petit il y a un enjeu collectif d'acculturation de la qualité. Merci Philippe. David, là peut-être quelques retours de méthodes de suivi, de pilotage de la qualité des données que tu pourrais nous partager. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Si on attend d'avoir la qualité parfaite, on n'avance pas. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec la qualité médiocre. Et il y a 2 approches sur les problématiques de qualité. C'est soit on corrige la source, soit on va dire on fait des patchs avec des data ingé pour soit croiser avec des référentiels, soit aller retrouver de la donnée valide à droite à gauche, soit justement avec des règles de gestion. Donc l'approche qu'on a eue, nous, ça a été on va dire, informer. Donc, on fait des mails automatiques en disant, voilà, on a identifié toutes ces anomalies, on spamme un peu des fois les différents métiers responsables. On fait des rapports de qualité de données en disant, bah voilà, on a tel pourcentage. Alors, un des gros sujets qu'on a, c'est notamment sur, on va dire, sur les outils employés, parce que vu qu'on a beaucoup de filiales qui s'ajoutent, les employés sont un peu dispatchés dans des outils multiples. Donc on a aussi cette problématique d'outils qui existaient à un moment, qui n'existent plus, de différents outils dans les différentes filiales. Donc on a ces rapports, on va dire, qui vont permettre d'identifier, on va dire, quel est le volume de problématiques sur la qualité de données. Et quand même, au fur et à mesure, on essaye de corriger avec toutes ces règles de gestion qui, techniquement, on va dire, rajoutent de la complexité au code. Et au fur et à mesure où les corrections sont faites en amont, on épure, on va dire, le code de toutes ces règles de gestion pour simplifier au maximum le code et avoir la qualité en entrée directement. Ok, très clair. Petite question, je rebondis et je reste avec toi. Tu nous avais partagé des pratiques aussi en termes de partage de connaissances
des bonnes pratiques en interne ou des usages de la donnée. Est-ce que tu peux nous les partager? Alors c'était quoi ça déjà? Alors je sais plus si c'est toi qui nous avais parlé d'un wiki, mais tu avais parlé, non c'est toi Philippe qui avait parlé d'un wiki, je me trompe de... Petite de Philippe, du coup Philippe c'est toi. Non mais c'est un complément aussi par rapport au catalogue de données là, tout à l'heure que vous avez évoqué, et d'ailleurs tout à l'heure tu disais il y a des outils pour le CAC 40 et puis vous en utilisez. Moi de façon très pragmatique ou des outils très proches du code que tu décrivais, tout ça me paraît absolument indispensable. Moi, je pense qu'il faut garder aussi la possibilité de garder les choses en langage clair. Et je partage ce que tu dis, tracer en langage clair. Moi, ça m'est arrivé, j'ai l'exemple de turnover dans les équipes de mes clients. C'est-à-dire 4 ans après, moi j'ai des applis qui durent 10 ans. Voilà. 5 ans après, mes interlocuteurs, ce n'est pas du tout ceux avec qui on a discuté au début des modèles, des traitements, etc. Et donc, d'un seul coup, j'ai un nouveau chef de service qui arrive et qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, votre truc? C'est pas du tout bon, c'est faux, etc. » Et là, il faut aller chercher 5 ans avant, en langage clair, parce que là, lui, il n'est pas informaticien, les modalités de traitement, comment on avait construit cet indicateur, avec quelles données, et il faut pouvoir lui dire « Écoutez, ça avait été validé. » Ça avait été validé. Et donc, en complément peut-être de tous les outils techniques qui sont indispensables pour garder la logique intrinsèque de l'architecture au sens profond du terme, pour les utilisateurs métiers, moi je fais des notes en Word avec des descriptifs de données, des descriptifs de traitement, je leur fais valider, je stocke. Voilà. Et par ailleurs, je fais aussi un wiki qui a le mérite aussi au fur et à mesure de lister finalement, notamment toutes les modifications. Et j'arrête là. On a quand même très souvent tendance à avoir un métier qui débarque en disant, moi en l'occurrence c'est un président de conseil régional qui a demandé un truc, il le faut les 3 minutes. Vous pouvez me faire ça, vous pouvez changer. Non, mais c'est vrai, normalement on calcule comme ça, mais là il m'a demandé ça, changer. Et qu'est-ce qu'on fait? On change. Et on ne documente pas. Et on laisse le truc. Et 6 mois après, on se rend compte qu'on avait oublié qu'on avait fait cette modif sous la pression gentille mais insistante d'une personne haut placée qui voulait absolument animer un comité de direction, une présentation en séance plénière, etc. Donc ça, c'est aussi un grand piège. Et là, vraiment, revenir, redocumenter, réarchiver. En tout cas, moi, j'ai l'expérience que ça m'a servi à plusieurs reprises pour éviter de nous mettre mis en porte-à-faux par rapport à des choses qui avaient été décidées les années avant. Très clair. Merci pour ce témoignage. Et du coup, désolé Philippe, tout à l'heure, j'ai inversé les rôles. Justement, j'ai inversé les rôles et j'aimerais parler des rôles, justement, revenir un peu ce sujet, parce que forcément, il y a des équipes derrière. J'aimerais savoir comment chacun, vous avez organisé les équipes autour de ces sujets data. Alors, vous avez encore une fois des activités différentes donc, et des maturités différentes, mais c'est intéressant de connaître par rapport à cette maturité et cette typologie d'entreprise, comment chacun est organisé sur le traitement de la donnée. Peut-être, je vais commencer par toi, Denis. Oui, donc nous on a fait un peu les choses à l'envers, puisqu'on est blindé sur le côté juridique. Les données de santé, on est un peu obligé. Donc là, il y a vraiment une armée qui surveille ça de près. Et après, sur la partie exploitation, l'équipe est en train de s'étoffer. Donc on va commencer petit avec un accompagnement externe. On va faire des recrutements complémentaires. Encore y avoir des recrutements d'un responsable du pôle data sur l'année 2024. Donc l'équipe se construit progressivement au fur et à mesure des besoins. C'est toujours difficile de dire à une direction, on lance un projet data, il faut embaucher 18 personnes. On commence petit, on se fait accompagner, puis après on a de quoi justifier pour grossir. Et c'est quoi les profils, alors les premiers profils Le profil, c'est... On a commencé avec un ingénieur data qui vraiment est au plus proche de la donnée, qui va la chercher, qui la manipule. Et on va avancer vers des profils qui ont un peu plus de bouteilles, qui ont un peu plus la vue d'ensemble et la maturité. C'est notre méthode, je ne dis pas que c'est la bonne, mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas trop mal, je trouve. Merci, c'est clair. Peut-être alors, avant de parler des équipes, on avait parlé de profils passerelles. J'aimerais bien que vous parliez de ces profils, justement, qui sont intéressants. Ce terme était intéressant. David, peut-être tu peux développer là-dessus. Oui, déjà pour ta question juste avant, moi c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai monté une équipe, c'est toujours 3 profils classiques, un archi, un data ingé, un data analyst. Voilà, du coup, on avait fait une tentative de mettre des business data analysts au plus proche du métier. Au final, on est revenu un peu en arrière. Donc là, actuellement, c'est moi qui ai le rôle architecte, responsable de l'équipe, un lead data ingé, des data ingé, une lead data analyst, des data analysts.
Et après, justement, les profils passerelles, en général, c'est ce qu'on met dans la catégorie data analyst. C'est des gens qui vont être plutôt sur la couche visualisation, mais qui comprennent très bien le métier. Donc nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise depuis un moment, qui a cet historique clic, qui connaît très bien les différents DG, qui connaît bien les différents métiers. Et c'est cette personne qui va comprendre, on va dire, le quotidien de ces différents métiers pour répondre à leurs besoins et faire le lien avec les data ingé. Parce qu'un data ingé, en général, il est plutôt le geek à développer et on va dire que le métier de la comptabilité, le métier financier, les termes churn, lui au final il va appliquer des agrégations, il faut vraiment qu'il y ait ce lien entre les deux et quelqu'un qui arrive à faire le lien technico-fonctionnel entre les métiers et la technique. Donc j'entends que le message, c'est aussi, ça peut être des gens qui en interne ont une bonne connaissance de l'entreprise et peuvent monter parce qu'ils ont cette sensibilité à la data, à l'usage des données. Souvent, ça vient des gens qui viennent du contrôle de gestion, de la finance, parce qu'il y a déjà cet ADN quelque part. Philippe, là-dessus, tu veux compléter? Oui, alors je ne compléterai pas sur la partie appli, puisque nous, on utilise aussi les data pour nos études. On manipule souvent beaucoup de données pour nos études. Et moi, il y a 2 points qui me paraissent importants. C'est logique passerelle, c'est ce que tu dis. On dit souvent que c'est plus facile de faire venir quelqu'un à la data science que de recruter un data scientist. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Par exemple, on prend des consultants, qui peuvent être des consultants formés à l'école d'économie de Toulouse, etc. Et d'ailleurs, depuis quelques années, toutes ces formations ont des modules data science, ou économétrie et data science, etc. Donc nous, on récupère de plus en plus de profils qui ne sont pas des profils techniciens, mais qui arrivent avec, qui ne sont pas des hyper spécialistes, mais une appétence et déjà une compétence technique. Et donc cela, c'est ce qui fait nos profils passerelles. En fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes déjà faire une partie du traitement. Quand le traitement devient trop complexe, on va vers des data scientists ou des développeurs spécialisés. Hein. Mais en fait, on arrive aujourd'hui à recruter, comme la data se diffuse quand même beaucoup dans les formations, on arrive à recruter des thématiciens qui ont des compétences data et qui très vite s'interfacent aussi avec des équipes techniques du café. Donc ils vont aller discuter avec celui qui pitonne toute la journée, ils vont pouvoir aller discuter avec lui, ils vont pouvoir eux-mêmes éventuellement récupérer cette donnée, la pré-traiter, discuter et cette itération des profils passerelles est vraiment fondamentale. Super, merci pour le complément. Du coup, là, je vais revenir sur les profils et plutôt potentiellement, je ne sais pas si c'est profil passerelle, mais quand vous allez voir les métiers justement qui remontent des attentes, est-ce que c'est aussi ces mêmes profils qui vont aller creuser le besoin, qui vont les aider à formaliser ces usages et qui vont les aider à visualiser les données, etc. Et si oui, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins matures? Enfin, est-ce que vous arrivez à dire, voilà, quelque part, j'ai une méthode pour ce type de métier et peut-être une autre pour l'autre parce qu'ils n'ont pas la même maturité? Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent? Oui, comme tu disais, contrôle de gestion en général, la maturité, ils l'ont. Donc après, c'est plus s'adapter, on va dire, être peut-être plus souple sur certaines procédures, avec justement leur donner plus accès à la donnée, qu'ils fassent mieux, on va dire, avec des rapports et construire eux-mêmes. Quand tu dis qu'ils fassent mieux, oui, je rebondis, mais c'est quand on parle de self-service BI, c'est ça? Ouais, voilà. C'est-à-dire quelque part les rendre autonomes sur leur propre usage. Et après, on va dire le commerce, je veux dire un directeur commercial qui veut piloter ses équipes, on ne va pas mettre à dispo de la donnée pour qu'il change ses objectifs, qu'il change, on va dire, son variable au gré du long. Quoi. Donc l'approche elle est différente, les interlocuteurs qu'on va avoir n'ont pas les mêmes attentes derrière les KPI qu'on va avoir. Quoi. Donc, il y a une vraie différence. Et du coup, ta question, c'était comment on s'adapte à ça? Ouais, c'est ça, c'est quelque part à ces différences de maturité. C'est là où c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment avoir ces profils passerelles, entre guillemets, ou alors des key users, on va dire, dans les métiers, qui font encore relais du relais, quoi. Un profil passerelle. Parce que ça, ces profils key users, on entend souvent parler, souvent on les appelle les champions, les représentants. Enfin, en gros, c'est quelqu'un dans l'équipe métier qui va être un peu celui qui va être en capacité de rebondir. C'est ça, nous ça va être des responsables commerciaux global group qui ne sont même pas affiliés à une filiale, quoi. Donc, et qui va marketer, même qui va acculturer à la data, qui va même des fois trancher quand il y a des avis divergents sur les KPI, quoi, des règles. D'accord. Et c'est des sponsors, key users qui vont faire une. Ok. Denis, chez vous, là, même si je sais que pour l'instant vous êtes au démarrage, est-ce qu'il y a déjà des sensibilités ou des choses que tu Oui, il y a 2 approches différentes. On parlait du contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion,
il a la maturité, mais il n'a pas forcément la méthode. On va pas en parler des tableaux Excel à 2 millions de lignes, mais c'est la triste réalité. Et donc vous avez d'un côté le contrôleur de gestion, vous allez l'approcher en lui disant je peux faire plein de choses très sympas pour toi. Il va vous répondre j'ai pas le temps, et de toute façon mes tableaux Excel ça fait le job, c'est bon. Ça fait 20 ans qu'il pilote sur des données fausses et avec des chiffres faux, mais comme toutes les années c'est faux pareil, la variation est juste, donc tout va bien. Et vous avez de l'autre côté, enfin, chez moi, hein, vous avez les médecins qui, eux, passent des dizaines d'heures à remplir les enquêtes épidémiologiques qu'on doit fournir aux autorités de santé et qui, eux, désespèrent qu'on leur apporte une solution où l'enquête épidémiologique va sortir en quelques boutons. Et en plus, force est de constater que c'est facile à sortir en quelques boutons. Donc, vous n'avez effectivement pas la même approche. D'un côté, un vous l'embêtez, de l'autre côté, vous lui sauvez la vie. Donc, c'est forcément différent. Merci, très clair. Alors, je suis désolé parce que du coup, on arrive à 49, on vient de les dépasser. J'avais pris un engagement, c'est qu'on aille au cocktail à 49, on va se louper. Mais du coup, j'ai une dernière question qui est plus sous forme de conseil. Est-ce que vous auriez chacun un ou deux conseils à donner à l'audience sur justement la structure et de cette gouvernance des données? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, comme ça, depuis temps blanc, un ou deux conseils pour les aider à se poser les bonnes questions ou peut-être passer par les bonnes étapes? Philippe? Je ne sais pas si je suis habilité à donner des conseils. Je dirais que à l'échelle de la TPE que je représente, qui évidemment n'est pas la même chose que les groupes internationaux, moi ce qui a beaucoup servi, c'est que on a formé tout le monde à Power BI, depuis les directeurs, le COMEX, jusqu'à l'administration. Voilà. Plus aucun membre du COMEX n'utilise Power BI aujourd'hui. Mais par contre, ils ont été formés comme tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle avec eux, qualité de données, tableau de bord, data, ça leur parle et ils ont compris ce qu'on pouvait faire avec. Ils ne le font pas eux-mêmes, bien sûr. Et ça leur a ouvert l'esprit là-dessus. Donc, à une échelle, alors je ne prends rien que dans des groupes avec des milliers de salariés, c'est tout à fait différent. Mais à l'échelle d'une TPE, ça a été très efficace. Super, merci. David? Alors, si c'est sur l'acculturation, il y a tellement de sujets, je ne vais pas passer là-dessus, je dirais plutôt sur la construction de l'équipe, c'est avoir, on va dire, une équipe équilibrée, bien choisir ses profils avec qui on va travailler, et surtout des gens qui communiquent. Parce que la data, il faut communiquer, il faut échanger, et puis des passionnés, hein, si possible. Bon, un conseil, c'est un bien grand mot, mais on dépasse largement le cadre d'une DSI et un projet data, c'est un projet d'entreprise, on embarque tout le monde et donc l'équipe doit être à l'image de ça. On va pas, tu le disais tout à l'heure, on va pas embaucher une équipe de geeks qui va sortir de la requête SQL, ça n'a aucun sens. Donc on embarque les métiers à l'intérieur et l'équipe est composée aussi des métiers, des différents métiers, il y en a toujours plusieurs dans une entreprise, et on les fait participer. Et ceux qui ont plus d'appétence pour creuser plus loin, ils vont peut-être devenir data scientists, et donc comme tu disais, des gens du métier qui deviennent data scientists, experts dans leur partie, et qui apporteront des choses précieuses pour l'entreprise parce qu'ils l'ont vécu. Et vraiment, le fait que ce soit un projet d'entreprise est capital, même si l'équipe IT reste la garante du support technique, du socle technique, mais c'est un moyen, pas plus. Oui, parce qu'en fait, on le voit, c'est une notion, c'est un pilier. Au final, la data devient un pilier de la stratégie de l'entreprise. Et du coup, il faut qu'il y ait une transversalité. Il ne faut pas que ça reste cloisonné, comme on l'entend souvent. Voilà, c'est un département qui gère la data et puis du coup, on recrée une autre cloison. Non, l'idée, c'est plutôt d'avoir quelque chose comme la transfo digitale. On parle de la transfo digitale. C'est un petit peu le même. Oui, merci. J'ai besoin de un dirigeant qui dit j'ai besoin de tel stat, on va demander à l'informatique, ils vont nous faire une requête, ils vont nous sortir le truc. C'est fini, c'est pas possible. Et en plus, on crée les embouteillages. Oui, et en plus. Et des tensions, potentiellement. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous remercie déjà pour vos témoignages. J'espère que ça va intéresser tout le monde. Si vous avez des questions,
Jérôme va faire une petite synthèse et nous délivrer ces quelques recommandations, mais Jérôme, tu vas trop l'idée de donner plus 2 minutes, je vais être très court. Non, je ne vais pas faire une synthèse. Je vais juste insister sur un point qui est revenu et qui est un fil rouge en fait. La gouvernance data, c'est beaucoup à propos du lien entre les métiers et l'informatique. Et ce lien, il passe notamment par les profils qui s'occupent de la data. Et on a parlé de profils passerelles, de technico-fonctionnels, de gens qui viennent du métier, qui montent à la data, de gens qui ne sont pas des purs geeks, qui font que du Python. Effectivement, si vous souhaitez exploiter les données, voire répondre, vous avez besoin de gens qui maîtrisent les process de l'entreprise, qui maîtrisent la valeur et qui sont aussi capables de savoir ce qu'il y a comme données en base, le type de requête qu'on peut faire, comment bien se servir des outils. Donc c'est vraiment ce mix des deux compétences. Le deuxième aspect sur la collaboration métier IT, c'est sur la façon de faire. On avait commencé par ça. Oui, les demandes, elles sont pas toujours claires. Oui, si on attend d'avoir les données justes, on n'est jamais en prod. Et la démarche itérative est très importante. Construire les choses progressivement, en itération entre les gens qui font et les gens qui demandent, ça permet d'affiner et de construire des solutions qui sont beaucoup plus efficaces sur ces sujets que la façon classique de faire des projets informatiques, c'est-à-dire un besoin, une spec, un dev, un test. Ça marche pas sur la data. On peut construire des Rolls-Royce plaqueurs qui permettront pas de transporter les charrettes de foin qu'on avait besoin de transporter. Les utilisateurs métiers n'ont pas forcément connaissance de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les outils. On peut répondre à leurs besoins de manière beaucoup plus efficace, différemment de ce qu'ils imaginent. Donc faire ce pont entre, construire par itération. Et puis enfin, la partie documentation, que tout le monde ait le même langage. Là, on a eu deux visions un petit peu différentes de la chose. Et je pense que la réalité est probablement un cumul des deux. C'est-à-dire que oui, la documentation des données, des indicateurs, elle doit être compréhensible de tous. Il faut qu'on sache, 5 ans après, quand les personnes ont changé, ce que fait l'indicateur, d'où viennent les données. Et oui, il faut que ce soit au plus proche du code aussi, pour que ça évolue quand la base de données évolue, quand les indicateurs évoluent, et que quand on définit la règle de gestion demandée par le président de département, eh ben, on saisisse en même temps que la formule sa définition. Voilà. Et donc, c'est pas forcément facile, mais ça s'organise, ce lien entre le métier et l'IT, et c'est ça qui permet tout simplement d'être performant, d'améliorer la qualité, de bien piloter, d'être réactif, et qui permet aussi à l'IT de ne pas être qu'un moyen, parce que l'IT, du coup, a un rôle, enfin, l'équipe data, qui est à l'IT ou pas à l'IT, hein, pas toujours, il y a différentes organisations, mais du coup, cette équipe data, elle est plus qu'un moyen, elle est un business partner. Voilà. Merci à tous.